Bienvenue dans Sombre Chronique, votre rendez-vous hebdomadaire pour plonger au cœur des mystères et des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'Amérique des années 70, au sein d'une affaire glaçante qui a semé la terreur dans la ville de Chicago. Une série de meurtres brutaux et mystérieux qui, pendant près de 8 ans, a laissé la police impuissante. Voici l'histoire de l'étrangleur de Chicago, un tueur en série insaisissable qui a marqué à jamais l'histoire criminelle des États-Unis. Préparez-vous à découvrir les détails effrayants et les enquêtes intenses qui ont tenté de mettre fin à son règne de terreur. Plongeons ensemble dans cette sombre période de l'histoire criminelle américaine. Nous sommes en 1969, une époque de bouleversements sociaux et politiques. L'Amérique est secouée par la guerre du Vietnam, les tensions raciales et la montée des mouvements pour les droits civiques. Au milieu de ce chaos, la ville de Chicago, pourtant habituée à la criminalité, fait face à une menace nouvelle, beaucoup plus insidieuse. Un tueur rôde dans les rues, un tueur qui choisit méthodiquement ses victimes, les étrangle et les laisse pour mortes dans des lieux publics, ou, pire, dans leur propre maison. La peur s'installe dans les quartiers de Chicago, les habitants vivant dans la terreur constante de devenir la prochaine victime. Les autorités intensifient leurs efforts pour attraper le tueur, mais il semble toujours avoir une longueur d'avance. La ville, plongée dans l'obscurité, attend avec angoisse le moment où le tueur sera enfin arrêté. Tout commence en novembre 1969 avec la découverte du corps de Patricia Lawrence, une étudiante en psychologie âgée de 23 ans. Patricia était une jeune femme pleine de vie, passionnée par ses études et aimée de ses amis et de sa famille. Patricia est retrouvée morte dans une ruelle sombre près de son appartement, étranglée avec un foulard en soie. Cette ruelle, habituellement tranquille, est devenue le théâtre d'un crime odieux qui allait marquer les esprits. Ce foulard, enroulé avec force autour de son cou, appartenait à la victime elle-même, un détail qui deviendra l'une des signatures du tueur. Les enquêteurs sont perplexes face à ce détail macabre. Sur la scène du crime, les enquêteurs ne trouvent aucun indice probant. Les rues de Chicago, si familières, semblent soudainement pleines de mystères et de dangers cachés. Pas d'empreintes digitales, pas de cheveux ou de fibres suspectes, rien qui puisse les mener à un suspect. Les enquêteurs sont confrontés à un mur de silence et d'absence de preuves. L'inspecteur John Waters, alors chef de l'enquête, sait qu'il a affaire à un meurtre prémédité. Waters, un homme de grande expérience, sent que quelque chose de sinistre se trame. Ce vétéran de la police de Chicago, avec plus de 20 ans de service, est habitué à des affaires difficiles, mais celle-ci est différente. Il sent une tension dans l'air, une menace invisible mais palpable. Il a un mauvais pressentiment, comme si ce meurtre n'était que le début d'une série. Waters ne peut s'empêcher de penser que le tueur frappera à nouveau. Waters et son équipe interrogent les amis et la famille de Patricia, mais ils ne trouvent aucun mobile plausible. Les témoignages sont unanimes. Patricia n'avait aucun ennemi. Elle était appréciée de tous, sans histoire, sans ennemi connu. Une jeune femme brillante et aimante, dont la vie a été brutalement interrompue. En janvier 1970, moins de 2 mois après le meurtre de Patricia, une nouvelle femme est retrouvée morte dans des circonstances similaires. La ville est en état de choc. Karen Bell, âgée de 24 ans, est retrouvée étranglée dans son propre appartement, avec sa ceinture de peignoir enroulée autour de son cou. Le mode opératoire est étrangement similaire. Là encore, la scène de crime ne laisse que peu de pistes. Les enquêteurs sont de nouveau confrontés à un mystère insondable. Karen, comme Patricia, était une jeune femme sans histoire, appréciée de son entourage. Sa mort brutale laisse ses proches dans une douleur indescriptible. L'angoisse commence à monter à Chicago. Un tueur en série est peut-être à l'œuvre. Les habitants vivent dans la peur, se demandant qui sera la prochaine victime. Les médias commencent à parler d'un possible tueur en série, alimentant la panique et la spéculation. La police est sous pression pour résoudre ces meurtres et ramener la paix dans les rues de Chicago. Le terme tueur en série n'était pas encore largement utilisé à cette époque, mais dans les esprits de la police et des habitants, la peur grandissait. Les autorités étaient déconcertées par la nature méthodique et impitoyable des crimes. Le Chicago Tribune titre « Un tueur rôde-t-il dans les rues de Chicago ?» Une question qui semble de plus en plus légitime à mesure que les mois passent et que les corps s'accumulent.
Les gros titres des journaux alimentèrent la panique, chaque nouvelle victime renforçant l'idée d'un prédateur insaisissable. En mars 1970, c'est Linda Parker, une serveuse de 22 ans, qui est retrouvée morte dans les mêmes circonstances. Sa disparition avait été signalée quelques jours plus tôt, et sa découverte macabre a choqué la communauté, étranglée avec une corde dans un parc public. Le parc, autrefois un lieu de détente, est devenu un symbole de peur et de danger. La police est désormais certaine qu'elle a affaire à un tueur méthodique. Les enquêteurs travaillent sans relâche, analysant chaque indice, chaque détail, dans l'espoir de trouver une piste. Un tueur qui semble prendre plaisir à choisir des victimes jeunes, sans défense, et à utiliser des objets du quotidien pour les tuer. Les jeunes femmes de Chicago vivent dans la peur constante, modifiant leurs habitudes pour éviter de devenir la prochaine victime. Le mode opératoire est toujours le même. Il attaque sans laisser de traces, dans des lieux variés, mais toujours en étranglant ses victimes avec des objets leur appartenant. Cette signature macabre laisse les enquêteurs perplexes et les familles des victimes dévastées. Face à la panique croissante dans la ville, la police intensifie ses efforts. Les patrouilles sont renforcées et des unités spéciales sont mises en place pour traquer le tueur. Des patrouilles sont déployées dans les quartiers à risque, les policiers surveillant chaque coin de rue, chaque ruelle sombre, dans l'espoir de prévenir une nouvelle attaque. Les femmes sont encouragées à ne pas sortir seules la nuit, à rester vigilantes et à signaler tout comportement suspect. Des affiches de sécurité publique sont placardées dans toute la ville, et des milliers d'interrogatoires se sont menés. Les suspects sont nombreux, mais aucune preuve concluante ne permet de les relier au crime. Mais rien ne semble freiner l'étrangleur de Chicago, qui continue de frapper. La frustration des enquêteurs est palpable, et l'ombre du tueur plane toujours sur la ville, laissant une communauté en deuil et une police déterminée à mettre fin à cette série de meurtres. Pour tenter de cerner la personnalité du tueur, la police fait appel à des profileurs criminels, une technique alors peu répandue mais en plein essor. Les experts du FBI dressent un portrait du tueur, un homme entre 25 et 40 ans, probablement blanc, intelligent, méthodique, mais souffrant de troubles psychologiques profonds, notamment liés à la sexualité et à la domination. Le tueur semble choisir ses victimes non pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'elles incarnent un type bien précis, jeune, vulnérable. Seul, il attaque la nuit, dans des lieux où il sait pouvoir agir rapidement et efficacement. Selon les profileurs, il est probable que l'étrangleur ait eu une enfance difficile, marquée par des abus ou des négligences parentales. Il vit probablement seul, dans un appartement modeste, et mène une double vie. Aux yeux de ses voisins et collègues, il est peut-être une personne normale, discrète, sans histoire, mais dans l'ombre, il devient ce monstre insaisissable. Les enquêteurs continuent de rassembler des indices, espérant que le profil dressé les mènera à l'arrestation de l'étrangleur. La ville de Chicago vit dans la peur, mais les forces de l'ordre ne relâchent pas leurs efforts pour mettre fin à cette série de meurtres. Les médias suivent de près l'affaire, alimentant la panique et la fascination du public pour ce tueur insaisissable. En 1972, après 3 ans d'enquête infructueuse, un élément décisif va enfin faire avancer l'enquête. Les détectives, épuisés par des pistes sans issue et des nuits blanches, sont sur le point de découvrir une lueur d'espoir. Une femme nommée Lydia Harper parvient à échapper à son agresseur. Cette nuit-là, elle devient une pièce maîtresse dans le puzzle complexe de l'enquête. Lydia, âgée de 28 ans, rentrait chez elle un soir après avoir travaillé tard. La ville de Chicago, avec ses rues sombres et ses recoins inquiétants, était loin d'être un endroit sûr pour une femme seule à cette heure. Alors qu'elle arrive à proximité de son domicile, un homme l'aborde en prétendant avoir besoin d'aide pour retrouver son chien. Son ton semblait désespéré, mais quelque chose dans son regard mettait Lydia mal à l'aise. Méfiante, elle tente de s'éloigner, mais l'homme la suit, et sans prévenir, tente de l'étrangler avec une cordelette. La peur s'empare d'elle, mais son instinct de survie prend le dessus. Par un réflexe de survie, Lydia réussit à se débattre et à mordre violemment son agresseur à la main, avant de s'enfuir en criant. Ses cris résonnent dans la nuit, alertant les voisins et les passants. Le tueur prend la fuite, mais Lydia, bien qu'en état de choc, parvient à fournir à la police une description précise de son agresseur. Un homme de 35 à 40 ans, aux cheveux bruns courts, de corpulence moyenne. Elle se souvient de chaque détail, chaque trait de son visage. Elle se souvient également d'un détail important. Il portait une montre en cuir noir, un élément qui marquera les enquêteurs. Cette montre
avec son bracelet usé, pourrait être la clé pour identifier l'agresseur. Grâce à cette description, un portrait robot est rapidement diffusé dans toute la ville et la police renforce encore ses patrouilles dans les quartiers à risque. Les rues de Chicago sont désormais sous une surveillance accrue. Le signalement est diffusé dans les journaux, à la télévision, et bientôt, des centaines d'appels affluent pour signaler des hommes correspondant à la description. La ville entière est en alerte, et chaque citoyen devient les yeux et les oreilles de la police, espérant mettre fin à cette série de crimes. Les patrouilles de police se multiplient, et les forces de l'ordre sont déterminées à capturer le tueur. La tension monte dans la ville, et chaque coin sombre devient un lieu de vigilance accrue. En février 1973, un homme est arrêté pour conduite en état d'ivresse dans un quartier du sud de Chicago. David Strickland, un électricien de 37 ans, est emmené au poste pour un simple contrôle de routine. Lors de la fouille de son véhicule, les policiers découvrent des objets suspects, des cordes, du ruban adhésif et surtout un carnet contenant des croquis de femmes. Ces dessins semblent représenter certaines des victimes de l'étrangleur de Chicago, ce qui attire immédiatement l'attention des enquêteurs. Lors de la perquisition de son appartement, la police découvre un véritable trésor de preuves. Des articles de journaux relatant les meurtres, des vêtements tachés de sang et surtout des objets appartenant à plusieurs des victimes. Mais la découverte la plus accablante est celle d'une montre en cuir noir, identique à celle décrite par Lydia Harper. Strickland est immédiatement placé en détention et la police sait qu'elle a enfin mis la main sur l'homme qui a semé la terreur dans la ville. Les enquêteurs passent des heures à examiner les preuves, cherchant à relier Strickland à chaque crime. Le procès de Strickland devient un événement médiatique, captivant l'attention de tout le pays. Les journaux et les chaînes de télévision couvrent chaque détail, alors que la ville de Chicago espère enfin tourner la page sur cette sombre période. Sous pression, Strickland finit par avouer. Il reconnaît être l'auteur des meurtres de Patricia Lawrence, Karen Bell, Linda Parker et de 3 autres femmes. Il décrit avec une froideur glaçante comment il choisissait ses victimes, les suivant parfois pendant plusieurs jours avant de passer à l'acte. Selon lui, il ressentait un besoin irrépressible de contrôler et de dominer, un besoin qu'il ne pouvait satisfaire que par la violence. Cependant, malgré ses aveux, certaines zones d'ombre persistent. Strickland semble avoir un souvenir précis de certains crimes, mais il nie farouchement sa participation à d'autres, notamment à la tentative d'assassinat de Lydia Harper, qui pourtant a permis son arrestation. Il affirme que l'agression de Lydia ne correspond pas à son modus operandi. Cet élément perturbe les enquêteurs. Strickland est-il vraiment l'unique coupable des meurtres, ou bien quelqu'un d'autre a-t-il également commis certains de ces crimes? Les enquêteurs continuent de chercher des réponses, déterminés à découvrir la vérité. Malgré les doutes persistants, les preuves matérielles retrouvées chez Strickland sont accablantes. Sa montre correspond parfaitement à la description donnée par Lydia Harper et plusieurs objets appartenant aux victimes sont découverts dans son appartement. Cependant, des incohérences demeurent. Par exemple, certaines des scènes de crime présentent des signes de lutte intense, tandis que d'autres semblent plus calmes, comme si les victimes avaient été surprises sans avoir eu la possibilité de se défendre. De plus, l'enquête balistique menée sur des fibres retrouvées sur certaines des victimes suggère que plusieurs types de cordes et de foulards ont été utilisés. Les enquêteurs se retrouvent face à une hypothèse troublante. Strickland aurait-il pu être aidé par un complice? Ou pire, y aurait-il un autre tueur opérant en parallèle? Les experts psychiatriques qui l'évaluent sont eux-mêmes divisés. Certains estiment qu'il est tout à fait capable d'avoir agi seul, avec des comportements évoluant au fil du temps. D'autres, au contraire, pensent qu'il est peu probable qu'un seul homme ait pu commettre des crimes aussi variés en utilisant des techniques différentes. La possibilité d'un imitateur surgit alors, quelqu'un qui aurait profité de la panique semée par l'étrangleur pour mener à bien ses propres meurtres en toute discrétion. Les enquêteurs continuent de réexaminer les preuves, cherchant des indices qui pourraient révéler la vérité. De nouvelles pistes sont explorées et les profils psychologiques des suspects sont minutieusement étudiés. Les scènes de crime sont reconstruites et les experts forensiques testent diverses théories pour comprendre les événements. La complexité de l'affaire pousse les enquêteurs à revoir les anciens dossiers, espérant trouver des liens cachés. Chaque nouvelle découverte apporte son lot de questions, mais aussi l'espoir de résoudre enfin l'énigme des meurtres non résolus.
En juillet 1964, le procès de David Strickland s'ouvre à Chicago. L'opinion publique est divisée, certains sont convaincus que Strickland est le coupable idéal, un tueur méthodique qui a terrorisé la ville pendant des années. D'autres, cependant, doutent de sa responsabilité dans tous les meurtres. Pour eux, la police, sous pression, aurait peut-être bouclé trop rapidement l'enquête en ne considérant pas toutes les pistes possibles. Le procès est long, tendu et largement médiatisé. Lydia Harper, la survivante, prend la parole devant la cour pour raconter son agression. Elle identifie formellement Strickland comme son agresseur, mais les avocats de la défense tentent de discréditer son témoignage, arguant qu'elle était sous le choc et que son identification pourrait être erronée. Cependant, l'accumulation des preuves matérielles et les aveux partiels de Strickland ne laissent que peu de place au doute pour le jury. Le 22 août 1964, après plusieurs semaines de délibération, David Strickland est reconnu coupable des meurtres de Patricia Lawrence, Karen Bell, Linda Parker et 3 autres victimes. Il est condamné à la peine de mort, une sentence qui reflète la gravité des crimes et le besoin de justice ressenti par les familles des victimes. Le procès a captivé l'attention de la nation, chaque détail étant scruté par le public et les médias. Les témoignages poignants des familles et des victimes ont ajouté une dimension émotionnelle intense au procès. Finalement, la sentence de mort a été perçue comme une forme de justice pour les vies brisées par les crimes de Strickland. Le procès de l'étrangleur de Chicago restera à jamais gravé dans les mémoires comme un moment crucial de l'histoire judiciaire de la ville. Malgré cette condamnation, des questions demeurent. Les enquêteurs n'ont jamais trouvé de preuves définitives reliant Strickland à la tentative de meurtre de Lydia Harper, ni à plusieurs autres meurtres attribués à l'étrangleur de Chicago. Des éléments troublants, comme les différences dans le modus operandi et l'absence de certains indices cruciaux, continuent de hanter les autorités. Les médias locaux commencent à parler d'une possible erreur judiciaire, certains journalistes avançant l'idée qu'un autre tueur pourrait toujours être en liberté. En 1983, des enquêteurs rouvrent plusieurs dossiers de meurtres non élucidés à Chicago, y compris ceux survenus pendant la période où David Strickland opérait. De nouvelles technologies, telles que les tests ADN, permettent de réexaminer les preuves, mais aucun lien direct avec un autre suspect n'est établi. Pour certains spécialistes, il est possible que Strickland ait simplement agi différemment lors de certains crimes, évoluant avec le temps ou modifiant sa méthode en fonction des circonstances. Cependant, les doutes persistent et l'affaire reste un mystère pour beaucoup. Les efforts pour découvrir la vérité continuent, mais les réponses restent insaisissables. L'histoire de l'étrangleur de Chicago demeure une énigme, captivant l'imagination du public et des enquêteurs. Après sa condamnation, David Strickland est incarcéré dans une prison à haute sécurité en attendant son exécution. En 1981 cependant, la peine de mort dans l'État de l'Illinois est suspendue et sa sentence est commuée en réclusion à perpétuité. Pendant ces années en prison, Strickland ne parle que très peu de ses crimes. Il refuse de répondre à plusieurs journalistes qui tentent d'obtenir une interview exclusive, et ses rares confessions sont fragmentaires et contradictoires. En 1986, Strickland meurt d'une insuffisance cardiaque, emportant avec lui de nombreux secrets. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire restent divisés quant à son rôle dans l'ensemble des meurtres. A-t-il réellement agi seul? Ou bien un autre tueur en série a-t-il profité de la confusion pour perpétrer ses propres crimes? Ces questions n'ont jamais trouvé de réponse définitive. Les mystères entourant l'affaire Strickland continuent de hanter les esprits, laissant planer une ombre sur Chicago. La ville, marquée par ces événements tragiques, se demande encore si la véritable histoire a été révélée. Les questions persistent et les réponses te semblent toujours hors de portée. Fin d'une terreur ou début de nouvelles interrogations? Aujourd'hui, le mystère de l'étrangleur de Chicago demeure l'un des plus troublants de l'histoire criminelle américaine. Bien que David Strickland ait été arrêté et condamné, les doutes persistent quant à l'étendue réelle de ses crimes et à la possibilité d'une implication extérieure. Les années 70 ont été marquées par une série de meurtres aussi violents qu'inexplicables, laissant derrière elles des familles brisées et une ville marquée à jamais par la peur.
Ce récit rappelle à quel point la vérité peut parfois être insaisissable, et à quel point les mécanismes de l'esprit humain peuvent rester mystérieux, même après des années d'enquête et d'analyse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sombre Chronique. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos proches. Retrouvez-nous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, parfois, la réalité dépasse la fiction.